8 petites minutes. C'est tout ce qu'il a fallu pour bouleverser l'ordre établi entre Paris et Berlin, un équilibre vieux de plusieurs générations. Olaf Scholz venait d'orchestrer sous les yeux impassibles de toute l'élite européenne une humiliation méthodique de Sébastien Lecornu. Le chancelier affichait ce rictus suffisant, persuadé d'avoir rabaissé la France à son rang de figurant dans le théâtre bruxellois. Et puis soudain, sans prévenir, Lecornu s'est levé. Une phrase, une seule, et le silence est tombé comme une chape de plomb sur la délégation allemande. Ce n'était plus une réunion diplomatique, c'était l'instant où la France claquait la porte du vieux scénario germano-centré annonçant qu'un nouveau chapitre venait de s'ouvrir. Pour vraiment saisir le séisme de ce fameux jour, il faut dérouler le fil en arrière jusqu'à ce moment précis où tout a basculé dans les arcanes feutrées de l'Élysée. 6 semaines plus tôt, un après-midi brûlant du 15 août 2025, Paris suffoquait dans l'été et Matignon résonnait encore des échos des émeutes, blocou. Tandis que le pays commençait timidement à sortir la tête de l'eau, une vérité glaciale tombait entre les mains du Premier ministre. Assis dans son bureau transformé en étuve Lecornu, tenait entre ses doigts un dossier estampillé « Confidentiel défense » remis en main propre par le patron de la DGSR. Ce qu'il s'apprêtait à découvrir n'était pas un simple rapport, c'était une bombe diplomatique. Le chef du renseignement avait à peine eu le temps de prévenir « Ce document, monsieur le Premier ministre, va faire vaciller vos certitudes ». Et il n'exagérait pas. Tandis que Berlin pérorait sur la vertu énergétique et l'émancipation vis-à-vis du Kremlin, l'Allemagne dans l'ombre renouait discrètement ses liens gaziers avec la Russie par l'intermédiaire de sociétés chinoises. Lecornu releva lentement la tête, les sourcils froncés par l'incrédulité. « Attendez, vous êtes en train de m'expliquer que… » Le chef du renseignement ne laissa aucun doute s'installer. « Oui, monsieur le Premier ministre. » Tandis que Scholz jouait les chevaliers blancs des sanctions anti-Kremlin, Berlin signait en douce des contrats énergétiques avec Moscou. Dans le dossier des preuves à faire pâlir n'importe quel diplomate, contrat dissimulé, société écran savamment montée, virement masqué derrière un dédale de comptes offshore. Pendant que la France se tirait une balle dans le pied pour rester fidèle aux règles européennes, l'Allemagne, elle contournait tout méthodiquement, cyniquement. Et pendant que les industries françaises suffoquaient sous le poids des factures énergétiques, leur homologue allemande carburait toujours au gaz russe à prix cassé. Ce n'était pas un hasard du marché, c'était une stratégie pensée planifiée, orchestrée depuis les plus hauts sommets de l'État allemand. Cette nuit-là, Lecornu ne trouva pas le sommeil. Il erra longuement seul dans les allées sombres de Matignon, la rage au ventre et les poings serrés. Dans sa tête défilaient les visages des patrons français, contraints de mettre la clé sous la porte, les machines arrêtées, les ouvriers licenciés, pendant que les usines allemandes tournaient à plein régime dopées à la triche. Dans sa tête, les chiffres tournaient en boucle. Des millions de foyers français étranglés par des factures d'électricité hors de prix, pendant que de l'autre côté du Rhin, les ménages allemands profitaient encore du gaz russe à prix bradé. Lecornu n'arrivait pas à digérer cette Europe à géométrie variable, une union où Berlin jouait les donneurs de leçons, tout en se vautrant dans la triche organisée. Le 20 août, il convoqua sans attendre un conseil restreint. Les visages étaient graves autour de la table, Bruno Le Maire, Catherine Colonna, Gérald Darmanin, le noyau dur. L'air était épais, chargé de tension. Il brisa le silence d'un ton posé mais tranchant. « Je vais être clair. Nous avons désormais la preuve que l'Allemagne se moque de l'Europe depuis des mois. Elle hurle aux sanctions tout en négociant en douce avec le Kremlin. Cette farce hypocrite doit s'arrêter. » Bruno Le Maire fronça les sourcils, visiblement inquiet. « Sébastien, tu réalises ce que tu proposes. L'Allemagne, c'est notre principal client, notre partenaire économique numéro 1. Une attaque frontale, ça peut faire très mal. » Mais Lecornu ne lui laissa pas le temps de finir. Il coupa net d'un geste ferme. « Bruno, elle nous attaque déjà. Pas avec des mots, mais avec des actes. Cela fait des mois qu'ils détruisent nos usines en trichant sur les règles du jeu. Ils imposent des sanctions qu'eux-mêmes bafouent. Cette mascarade doit cesser. Et c'est à nous de lever le rideau. » Catherine Colonna ne cachait pas son trouble.
Sébastien, tu réalises ce que cela implique? Si nous pointons du doigt la duplicité allemande, c'est l'Union tout entière qui risque de vaciller. Mais Lecornu, lui, n'eut pas une once d'hésitation. Son regard était aussi tranchant que le givre. « Catherine, ce que tu redoutes est déjà en train de se produire. Cela fait une décennie que l'Allemagne écrit les règles du jeu européen pour mieux les contourner ensuite. Cette Europe fondée sur l'hypocrisie, elle est déjà en ruine. Et franchement, elle ne mérite pas d'être sauvée. » Les jours qui suivirent furent un véritable tourbillon. Lecornu mobilisa ses équipes pour examiner à la loupe tous les accords énergétiques signés par Berlin. Ce qu'ils mirent au jour dépassait de loin ses pires craintes. Non seulement l'Allemagne continuait en toute discrétion à se fournir en gaz russe, mais elle jouait aussi les grossistes. Elle revendait ce gaz à ses partenaires européens en ajoutant une marge confortable. La guerre en Ukraine n'était pas pour Berlin une tragédie à résoudre, mais une occasion en or pour engranger des profits sur le dos de ses alliés. Le coup de fil tomba comme une détonation. Nous étions le 1er septembre et Lecornu, plongé dans ses dossiers, décrocha un appel confidentiel sur une ligne sécurisée. À l'autre bout, la voix tendue du PDG de Total Energy. « Monsieur le Premier ministre, on vient de se faire écraser par BASF sur un contrat majeur. Ils ont proposé un tarif 30% inférieur au nôtre. » Lecornu fronça les sourcils. « Mais comment c'est possible ?» Un silence, puis la réponse aussi tranchante qu'un couperet. « Ils ont encore la main sur du gaz russe. Tout s'explique. » Et là, plus de doute. Ce n'était plus seulement une question de morale ou de diplomatie. L'hypocrisie allemande se traduisait désormais en perte nette, en fermeture d'usines, en emplois supprimés. Elle n'était pas seulement immorale, elle était meurtrière pour l'économie française. Le 10 septembre offrit à Lecornu ce que tout stratège attend, le moment idéal. Ce jour-là, Bruxelles accueillait un sommet européen d'exception consacré à la sécurité énergétique. Et devinez qui devait y prendre la parole solennellement sur l'indépendance énergétique du continent, Olaf Scholz lui-même. Ironie mordante, celui qui dans l'ombre alimentait ses usines au gaz russe s'apprêtait à distribuer des leçons de vertu. Le renard déguisé en gardien du poulailler. Dans le jet gouvernemental filant vers la capitale belge, Lecornu était étrangement calme. Ses conseillers, eux, scrutaient ses moindres gestes, s'attendant à voir surgir l'angoisse ou l'hésitation. Mais non, à la place, un calme glacial. Celui de quelqu'un qui s'apprête non pas à choquer, mais à réparer. Il savait qu'une tempête allait s'abattre sur l'Europe, et il était prêt à en être l'épicentre. Parce qu'il ne s'agissait plus de diplomatie, il s'agissait de vérité. Bruxelles, ce jour-là, avait des allures de temple solennel. Les 27 chefs d'État et de gouvernement alignés comme à une messe étaient venus discuter du futur énergétique de l'Europe. Et bien sûr, en maître de cérémonie autoproclamé, Olaf Scholz trônait au centre, prêt à endosser son habit favori, celui du sage moralisateur. Il prit la parole avec gravité, lançant une formule qui allait rapidement se retourner contre lui. « Mesdames et messieurs, l'Europe se doit d'être irréprochable en matière d'indépendance énergétique. Nous ne pouvons plus laisser des régimes autoritaires utiliser le gaz ou le pétrole comme des instruments de chantage. » À quelques sièges de là, Lecornu, impassible en apparence, esquissa un sourire discret. Un de ceux qui précèdent l'orage. Scholz poursuivit sans se douter de ce qui l'attendait. Certains de nos voisins ont encore du mal à couper le cordon avec les fournisseurs russes. On peut le comprendre, mais on ne peut plus l'accepter. L'unité européenne exige une ligne claire des principes appliqués sans exception. Le message était enveloppé dans la diplomatie, mais le destinataire était limpide. L'Allemagne lançait un pavé dans la mare visant Paris en pleine poitrine. Et pour que personne n'en doute, Scholz appuya le trait, fixant Lecornu dans les yeux. Prenons la France, par exemple. Elle maintient encore des partenariats énergétiques discutables avec l'Est. Il est temps pour Paris de comprendre que l'exemplarité commence par le respect scrupuleux des règles qu'elle a signées. La scène était d'une violence diplomatique rare. En pleine assemblée, Scholz venait d'achever sa démonstration en désignant implicitement, mais sans équivoque, la France comme mauvais élève. Selon lui, Paris faisait mine de jouer le jeu européen tout en traînant des pieds sur les sanctions. Et pendant ce temps, l'Allemagne, elle aurait, selon ses dires,
tout sacrifié sur l'autel de l'intégrité. Nous avons fermé Nord Stream, nous avons diversifié nos sources, nous avons pris les décisions difficiles. À présent, il est grand temps que nos partenaires fassent apparaître de même et cessent de se cacher derrière de fausses excuses. Un ton de supériorité flottait dans l'air. Mais sous le vernis des mots brillait une hypocrisie criante. Et comme si ce n'était pas assez, le chancelier décida d'enfoncer le clou. Cette fois, plus de détours, l'attaque était frontale. Il est regrettable de constater que certains responsables européens préfèrent les slogans aux réformes, la gesticulation au courage. L'Europe n'a pas besoin de théâtre, elle a besoin de cohérence et de sérieux. Le message ne laissait plus place au doute, c'était l'écornu qu'il visait. Et à travers lui, toute la stratégie française, une accusation directe jetée à la face du continent entier. À la fin du discours de Scholz, l'ambiance devint irrespirable. Le silence s'installa lourd comme du plomb. Autour de la table, les chefs d'État évitaient de se regarder franchement, échangeant seulement des œillades gênées. Ce n'était plus une critique voilée, la France venait de se faire publiquement clouer au pilori, et tout le monde le savait. Charles Michel, le président du Conseil européen, tenta de briser le malaise d'une voix hésitante. Des commentaires, et là, sans un mot, tous les regards convergèrent lentement vers le cornu. Ce qui suivit, aucun diplomate, même les plus aguerris, ne l'aurait osé prévoir. Dans un calme glaçant, le cornu se leva. Pas de papier, pas de discours préparé. Il se contenta de se redresser, de poser ses deux mains à plat sur la table et de fixer Scholz droit dans les yeux, comme s'il allait traverser son masque. « Monsieur le chancelier, merci pour cette brillante démonstration de vertu énergétique. » La phrase formulée avec une courtoisie chirurgicale claqua dans l'air, mais c'est le ton glacial et maîtrisé qui fit blêmir Scholz en une fraction de seconde. L'écornu poursuivit implacable. « Vous voulez parler d'indépendance énergétique ? Très bien. Permettez-moi alors de saluer chaleureusement l'exemple allemand. » Et dans un mouvement mesuré, il ouvrit sa mallette et sortit un dossier. « Je crois que ces quelques pièces devraient suffire à éclairer votre définition de l'indépendance. » L'écornu ouvrit lentement le dossier comme on soulève un rideau avant le lever de rideau d'un drame. Le premier document tomba comme un pavé, un contrat signé le 15 juin 2025 entre une société écran chinoise Sinogas International et un client allemand. Fournisseur final Gazprom Russie, 5 milliards d'euros, transités par la Chine, directement vers l'Allemagne. Le silence dans la salle était devenu presque tangible, mais l'écornu n'en avait pas terminé. Il enchaîna méthodique, glacial. Juillet 2025, encore un autre. Cette fois via Énergie Asia Europe. Même manège, même fournisseur, même destination. 8 milliards. Il continua de dérouler les chiffres comme autant de coups de massue. 22 août, 3 milliards. 5 septembre, 2 milliards 100. À chaque page tournée, la salle s'enfonçait un peu plus dans l'incrédulité. Enfin, il leva les yeux et planta son regard dans celui de Scholz, devenu blême. 12 milliards 300 millions d'euros de gaz russe acheté par l'Allemagne en 2025. Plus que tout autre pays du continent. Alors, monsieur le chancelier, continuez donc à nous parler de votre modèle de vertu énergétique. Pris de court, Scholz tenta maladroitement de reprendre la main. Il balbutia des mots confus, des explications, des documents, des accusations prétendument infondées. Mais l'écornu implacable le coupa net d'un ton glacial. « Des accusations vraiment, monsieur le chancelier. Ce que j'ai ici n'est pas de la rhétorique. Ce sont des preuves signées noir sur blanc, factures officielles, virements bancaires traçables, bons de livraison tamponnés. Souhaitez-vous que je les distribue à nos collègues dans cette salle ?» La salle, elle était suspendue. Les masques tombaient un à un. Les visages se durcissaient. Certains dirigeants stupéfaits sortirent déjà leur téléphone pour alerter leurs conseillers. D'autres griffonnaient frénétiquement sur leur carnet. Tous comprenaient qu'ils ne vivaient pas une simple dispute diplomatique. Non, c'était un tremblement de terre géopolitique en temps réel, mais l'écornu n'avait pas encore fini. Et son calme presque glacial donnait à chaque mot une force redoutable. « Et ce n'est que le début », lâcha-t-il sans hausser le ton. « Tandis que Berlin nous faisait la leçon sur la vertu européenne,
Vos entreprises, monsieur le chancelier, revendaient ce même gaz russe à d'autres pays européens avec une marge de 40%. Il marqua une pause. Alors non, vous n'étiez pas simplement l'ami discret de Poutine, vous étiez son distributeur officiel, en plein cœur de l'Europe. Et là, la salle explosa. Comme une étincelle dans une poudrière, la révélation fit l'effet d'un choc électrique. Le Premier ministre polonais bondit de sa chaise, le regard noir. « Attendez, vous êtes en train de dire que ce gaz que nous avons payé au prix fort, c'était du gaz russe déguisé en gaz allemand ?» Le président tchèque emboîta le pas furieux. L'Allemagne nous a donc vendu du gaz qu'elle prétendait boycotter. L'indignation se propageait à la vitesse d'un incendie. Personne ne restait de marbre. C'était une trahison collective et elle venait d'être dévoilée en direct. Scholz, acculé, tenta de reprendre pied dans le chaos. Ces accusations sont extrêmement graves. Il faut d'abord vérifier les faits. Mais l'écornu implacable ne lui laissa pas cette planche de salut. Il le coupa net d'un ton sans appel. « Vérifiez, dites-vous, mais c'est déjà fait, monsieur le chancelier. Pendant que vous prêchiez la vertu dans les couloirs de Bruxelles, vos entreprises paraffaient des accords bien juteux avec Moscou. Pendant que vous imposiez des sanctions à vos alliés, vous étiez les premiers à les contourner. » Puis, après un court silence, il asséna la phrase qui allait geler le sang dans la pièce. « Mais vous voulez savoir le plus indécent dans tout ça ?» L'écornu esquissa un sourire glacial. « En revendant ce gaz russe maquillé à vos propres voisins, l'Allemagne a encaissé 5,2 milliards d'euros. Vous avez transformé une guerre sanglante en business juteux. Vous avez monétisé la souffrance ukrainienne. » Les mots de l'écornu claquèrent comme un coup de masse en pleine poitrine. On aurait dit que l'oxygène avait disparu de la pièce. Sur l'écran géant de la visioconférence, le visage de Zelensky, président ukrainien, se décomposa. La voix rauque, étranglée par la stupeur, il murmura « L'Allemagne nous tendait la main d'un côté, pendant qu'elle finançait nos bourreaux de l'autre. » Le silence qui s'ensuivit ne fut pas vide. Il hurlait. Plus personne ne bougeait. Le scandale était devenu irréversible. Mais l'écornu, lui, ne relâchait pas la pression. Parlons maintenant de ce que vous appelez la compétitivité allemande, monsieur le chancelier. Vous savez pourquoi vos usines résistent à la crise énergétique pendant que les nôtres ferment les unes après les autres? Il marqua une pause, regard perçant. Parce que vous achetez votre gaz à prix cassé à Moscou, pendant que le reste de l'Europe paie plein tarif. Grâce à vos petits arrangements discrets avec le Kremlin, votre industrie bénéficie d'un carburant à 60% moins cher. Voilà le secret, voilà votre avantage. Puis, lentement, il sortit un second dossier de sa mallette. Voici un rapport strictement confidentiel de la Commission européenne. Il confirme ce que nous savons tous ici, l'Allemagne fausse les règles du marché. Elle triche, elle importe du gaz russe à bas coût et détruit ainsi la concurrence. Chaque mot tombait comme un clou qu'on enfonce dans le cercueil d'une crédibilité allemande déjà vacillante. Pendant que nos industries françaises s'éteignaient les unes après les autres, étranglées par des factures d'énergie exorbitantes, vos entreprises, elles festoyaient au gaz russe comme à un banquet offert par le Kremlin. Le cornu s'interrompit un instant, plantant son regard dans celui de Scholz. « Ce n'est pas seulement l'Ukraine que vous avez trahi, monsieur le chancelier. C'est toute l'Europe que vous avez poignardée dans le dos. » Face à lui, Scholz n'était plus qu'une ombre. Le masque était tombé. Ses collaborateurs se penchaient à ses côtés, soufflant des mots qu'ils n'écoutaient même plus. Car à ce stade, il n'y avait plus d'arguments, plus de parade, juste le poids brutal des faits. Et l'écornu enfonça le clou calmement, presque froidement. « Puis-je vous poser quelques questions simples, monsieur le chancelier, juste pour que l'histoire retienne vos réponses? Comment qualifie-t-on un État qui prêche la vertu mais pratique le double jeu? Comment appelle-t-on un allié qui poignarde ses partenaires en les accusant de trahison? Et comment nomme-t-on un chef d'État qui alimente secrètement une guerre tout en se prétendant champion de la paix? » Chaque mot tombait avec la gravité d'un glas funèbre. « Pour ma part, monsieur le chancelier, j'appelle ça ce que c'est de l'hypocrisie pure, pas celle qui se glisse entre les lignes, non, une hypocrisie monumentale institutionnalisée orchestrée depuis les plus hauts sommets de l'État allemand. » Le cornu se redressa lentement comme pour mieux dominer la salle, son regard balayant l'assemblée. «
Vous tenez tant à distribuer des leçons à la France, parfait. Alors commencez donc par vous les appliquer à vous-même. Vous aimez parler d'exemplarité européenne, très bien. Mais débarrassez-vous d'abord de vos accointances économiques avec Moscou. Il marqua une pause, puis sa voix se fit plus ferme, plus tranchante encore. La France, à compter d'aujourd'hui, refuse de recevoir des leçons d'un partenaire qui foule aux pieds les règles qu'il impose aux autres. Nous ne tolérerons plus d'être publiquement salués par ceux qui, dans l'ombre, nous trahissent avec le sourire. Et ce fut là, devant tous les dirigeants européens médusés, que le Cornu porta l'estocade finale. Monsieur le chancelier, à compter de cet instant, la France gèle sans délai l'ensemble de ses accords énergétiques avec votre pays. Nous refusons de traiter avec une nation qui alimente nos ennemis tout en prétendant les combattre. Nous coupons les ponts avec un partenaire qui triche sur le marché et nous mettons un terme à toute négociation avec un dirigeant qui dissimule la vérité à ses alliés. Ce fut une onde de choc. La salle plongea dans une cacophonie sans nom. Jamais auparavant un État membre n'avait, en pleine réunion européenne, rompu ses liens énergétiques avec Berlin. Sous les yeux des caméras, l'Union européenne se fissurait en temps réel. Tentant désespérément d'éteindre l'incendie qu'il venait de provoquer, Scholz prit la parole une dernière fois. « Monsieur le Cornu, ce que vous avancez est… » Mais il n'eut pas le temps de finir. Le Premier ministre français leva calmement la main. « Ce que j'avance est factuel, étayé, authentifié. Si vous estimez que ce sont des calomnies, alors soyez cohérents. Rendez publics vos contrats. Ouvrez vos livres. Montrez-nous, à nous tous, la transparence que vous exigez tant des autres. » Un défi brutal et impossible à relever, car publier ces documents reviendrait à signer l'aveu. Scholz était cerné, prisonnier de ses propres manœuvres, et désormais humilié devant toute l'Europe. « Mesdames et messieurs, membres de cette assemblée, déclara Le Cornu d'un ton grave en balayant la salle du regard, l'instant que nous vivons est historique. Soit nous continuons à fermer les yeux sur les mensonges systématiques d'un pays qui s'autoproclame modèle, soit nous décidons ensemble que la loyauté et la vérité deviennent les fondations réelles de notre union. » Il tourna lentement la tête vers Scholz, le fixa, puis asséna. « Vous nous avez accusés de céder à la facilité populiste. » Très bien. Alors parlons-en. Le vrai populisme, c'est de promettre une rupture énergétique, tout en serrant la main de Gazprom dans l'ombre. C'est de clamer la vertu tout en trempant jusqu'au cou dans la duplicité. C'est de prétendre guider l'Europe tout en poignardant son unité. Puis, sans un mot de plus, il se rassit. Un silence dense tomba sur la salle, si épais qu'on aurait pu l'entendre résonner. Et puis doucement, quelqu'un frappa dans ses mains, puis un autre, et encore un autre. L'ovation monta lente, hésitante, avant de devenir une vague. Tous les dirigeants européens applaudissaient. Tous, sauf un groupe figé, muet, figé dans son isolement, la délégation allemande. Les heures qui suivirent furent d'une intensité inimaginable. Tous les manuels de diplomatie volaient en éclats. L'Union européenne, habituellement si prudente, venait de trembler sur ses fondations. Le séisme politique qui venait de secouer Bruxelles n'était pas une simple secousse, c'était une onde de choc historique. Et l'Allemagne, jadis perçue comme la boussole morale du vieux continent, se retrouvait brutalement exposée comme la figure centrale de la duplicité européenne. Les rédactions de toute l'Europe s'embrasèrent. Le Figaro ne mâcha pas ces mots « L'Allemagne poignarde l'Europe ». Pays Berlin titra sèchement « Scholz ou la grande mystification du gaz ». Même The Guardian parla de « Rauschengas, un scandale d'État ». Du nord au sud, d'est en ouest, l'explosion médiatique provoquée par les révélations françaises pulvérisait le silence diplomatique. Mais le véritable cataclysme lui frappa en plein cœur de Berlin. Là où le choc fut le plus violent, Die Welt titra sans détour « La pire crise de confiance depuis 1940 ». Panique au sommet. En tentant de reprendre le contrôle, Scholz convoqua en urgence une conférence de presse. Mais même la presse allemande, autrefois si conciliante, se transforma en meute, les questions furent acérées, les regards sans pitié. Le masque était tombé et personne ne voulait le ramasser. « Herr Kanzler, pouvez-vous expliquer ces transactions dissimulées ?» lançait un journaliste. « Depuis quand l'Allemagne trahit-elle ses propres alliés ?
Envisagez-vous de quitter vos fonctions? Les questions fusaient comme des flèches. Scholz, visiblement déstabilisé, tenta de noyer le poisson. Ce ne sont que des mécanismes contractuels transitoires. Mais personne n'acheta cette pirouette rhétorique. Le masque de la prétendue rigueur allemande était tombé. Les éléments révélés par Lecornu étaient d'une précision implacable, d'une clarté brutale et d'une portée politique atomique. En France, la réaction fut immédiate, un véritable raz-de-marée d'opinion. Les courbes de popularité du Premier ministre s'envolèrent. En moins d'une journée, il passa de 58% d'opinion favorable à quasiment l'unanimité. C'était du jamais vu. Pour la première fois depuis des décennies, un leader français avait non seulement osé défier Berlin, mais en plus, il en était sorti victorieux. L'industrie hexagonale reprenait des couleurs. Enfin, nous aurons une compétition loyale, jubilait le PDG de Renault. Le double jeu allemand a été mis à nu, saluait celui d'Air Liquide. L'arrogance germanique venait de prendre une gifle diplomatique d'une rare intensité. Délesté de son vieux complexe d'infériorité face à Berlin, l'économie française reprenait des couleurs portées par une confiance retrouvée. Mais c'est à Bruxelles que le choc fut le plus spectaculaire, le ton avait changé l'ambiance aussi. Inspirés par le courage tricolore, plusieurs États membres emboîtèrent le pas. Varsovie exigeait des réparations pour avoir payé du gaz russe sous faux pavillon allemand. Rome réclamait un audit exhaustif de toutes les transactions énergétiques de Berlin. Quant à La Haye, elle appelait à une refonte intégrale de la doctrine énergétique européenne. L'effet domino venait de commencer. 7 jours après la bombe diplomatique de Bruxelles, Scholz tenta de reprendre la main. Il proposa timidement de clarifier certains aspects contractuels. Une tentative pathétique. Le mal était fait. Son image d'homme d'État intègre avait volé en éclats. L'Allemagne, jadis moteur moral du continent, était désormais le vilain petit canard de l'Union. Et puis le 25 septembre, 2 semaines jour pour jour après le coup d'éclat de Lecornu, l'impensable se produisit. Le 25 septembre, l'histoire politique allemande bascula. Le Bundestag adopta une motion de défiance fracassante. Scholz, pour avoir trompé ses alliés européens, devint le tout premier chancelier fédéral démis par son propre Parlement. Une première historique, la fin brutale d'une ère. Avec lui, c'est l'aura de domination allemande sur l'Union européenne qui s'effondrait. L'Allemagne habituée à dicter la ligne se retrouvait subitement mise au banc prié de rendre des comptes. Les rôles étaient inversés, Berlin en posture d'accusé, les autres pays européens en juge. Pendant que Scholz chutait, Lecornu lui gravissait les marches du leadership européen. De vilain petit canard français, il était devenu la nouvelle conscience morale du continent. Son audace face à la duplicité berlinoise galvanisait les chancelleries. Pedro Sanchez, depuis Madrid, salua « Sébastien Lecornu nous a rappelé une chose essentielle, l'Europe se construit sur la sincérité, pas sur la supercherie. » Mario Draghi, depuis Rome, enfonça le clou. « Grâce à la France, nous ne sommes plus otages de la tyrannie énergétique allemande. » Octobre 2025 entra dans les livres d'histoire comme le mois où le mythe de l'indissoluble couple franco-allemand vola en éclats. Après près de 70 ans d'union stratégique, le lien sacré scellé en 1957 se brisa net. Et pourtant, contrairement aux prophéties alarmistes des eurosceptiques, ce choc n'anéantit pas l'Europe. Il l'émancipa. Libérée du joug de Berlin, l'Union put enfin respirer et s'équilibrer. Dans le vide laissé par l'Allemagne, la France s'imposa naturellement comme moteur d'une nouvelle entente continentale embarquant avec elle l'Espagne, la Pologne, l'Italie et les pays scandinaves. Ce bloc rénovateur qui avait pour bannière la vérité et pour arme la transparence imposa de nouvelles règles du jeu éthique énergétique, loyauté commerciale, responsabilité partagée. L'Europe découvrait presque surprise qu'elle pouvait se tenir debout sans béquille allemande. En novembre 2025, Lecornu fut invité à Strasbourg pour livrer un discours fondateur. Debout devant les 705 eurodéputés, il déclara d'une voix calme mais ferme « Mesdames et messieurs, ce que nous avons traversé n'est pas une crise, c'est un éveil. Nous pensions être guidés. En réalité, nous étions manipulés. Cette désillusion fut brutale mais salutaire. Car une chose est claire, la force de l'Europe naît de sa sincérité. »
Il continua sans hausser le ton, mais avec une intensité qui électrisa la salle. Certains avaient prophétisé qu'exposer les manœuvres de l'Allemagne ferait imploser notre union. Ils se sont lourdement trompés. Ce n'est pas la dissimulation qui nous soude, c'est la vérité. C'est elle qui nous libère, c'est elle qui nous fortifie, et c'est elle enfin qui nous rassemble. Les applaudissements éclatèrent comme un tonnerre libérateur. 15 minutes. 15 minutes d'ovation debout. Et comme un symbole, 3 mois pile après ce coup de théâtre diplomatique en décembre 2025, le magazine Time Europe décerna à Lecornu le titre d'Européen de l'année. Il était devenu aux yeux du continent l'homme qui avait brisé le mensonge allemand. Celui que beaucoup considéraient encore récemment comme un chef de gouvernement affaibli s'imposait désormais comme l'incarnation de la droiture européenne. Pendant ce temps, l'Allemagne tentait désespérément de recoller les morceaux. La remplaçante de Scholz, la social-démocrate Saskia Esken, enchaînait les déclarations de regret et les promesses de moralisation. Mais il était trop tard. La confiance une fois trahie ne revient jamais intacte. La chute fut brutale et surtout définitive. L'Allemagne venait de perdre ce totem symbolique, celui de conscience morale de l'Europe, et ce qui semblait autrefois impensable paraissait désormais irréversible. Ce n'est qu'en janvier 2026, soit 4 mois après le tremblement de terre bruxellois, que Paris et Berlin entamèrent un timide rapprochement. Mais cette fois, plus question de hiérarchie déguisée. L'équilibre avait changé. La France posait les conditions, fini le flou diplomatique, place au jeu clair. Fini l'arrogance, bonjour l'horizontalité. Une nouvelle Europe venait de naître, débarrassée de son complexe vis-à-vis de l'Allemagne et surtout libérée de son ombre. Et comme pour sceller ce renversement d'époque le 15 février 2026, soit exactement 5 mois après le choc de la révélation, Lecornu fut accueilli à Berlin sous les applaudissements. La nouvelle chancelière Saskia Esken lui réserva un accueil digne d'un héros. Un événement que personne n'aurait osé imaginer 6 mois plus tôt. L'image était forte, l'Allemagne reconnaissait, enfin, que le leadership européen n'était plus une monarchie déguisée. C'était désormais un cercle de pairs. Et devant les députés du Bundestag, dans une salle tendue mais attentive, Lecornu lâcha cette phrase entrée depuis dans les archives de l'histoire européenne. « Honorables parlementaires allemands, oui, nous pouvons reconstruire ce partenariat franco-allemand. Mais cette fois sur des bases saines. Équité, clarté, respect mutuel, l'ère où un seul pays écrivait les règles pour tous est révolue. Le futur se bâtira à égalité entre partenaires debout, pas à genoux. » L'instant où le Bundestag s'est levé pour applaudir, ce n'était pas un simple geste protocolaire, c'était l'acte final d'un long règne allemand sur l'Europe et le lever de rideau sur une nouvelle séquence politique. Une ère où la voix de la France portée par le courage sans phare de Sébastien Lecornu redevenait centrale, redevenait respectée, redevenait incontournable. L'équilibre des puissances venait d'être réécrit. Demandez à n'importe quel historien aujourd'hui, tous vous ramèneront à une scène, une date, une heure précise. Celle où l'histoire a changé de cap 10, septembre 2025, 14h47, Bruxelles. Là, un homme s'est levé, un Premier ministre français. Et dans le silence tendu d'un sommet européen, il a lancé au visage de l'Allemagne « Monsieur le chancelier, vous n'avez pas seulement fraternisé avec Moscou, vous en étiez les distributeurs officiels sur le sol européen. » Ce jour-là, l'Europe a compris que le mensonge, même enveloppé dans les plus beaux discours, ne résiste pas à la clarté d'une vérité nue. Et cette vérité, ce sont les Français qui ont eu le cran de la dire. 8 minutes. Il n'aura fallu que 8 minutes pour bouleverser l'équilibre d'un continent. 8 minutes pour que la France retrouve son honneur. 8 minutes pour que Lecornu passe du statut d'homme d'État à celui de figure historique. L'homme qui a brisé le masque allemand. L'homme qui a redonné un souffle à l'Europe. Et qu'en est-il d'Olaf Scholz? Eh bien, lui non plus n'a jamais effacé de sa mémoire ces 8 minutes fatales. Aujourd'hui, retiré du tumulte politique, il porte en silence le fardeau d'un héritage peu enviable, celui du chancelier qui a précipité la chute morale de l'Allemagne sur la scène européenne. Son nom à jamais associé à une trahison révélée en Mondovision. Mais l'histoire, elle avait décidé de ne pas s'arrêter là.
Ce que le public ignorait encore, c'est qu'en coulisses, un nouveau brasier s'allumait. Dès les premières heures qui suivirent la tempête provoquée par l'écornue Ursula von der Leyen glaciale, et déterminé ordonnait dans l'ombre une inspection intégrale. Un audit confidentiel fut lancé pour passer au crible les pratiques énergétiques de tous les États membres. Et ce qu'elle y découvrit dépassa de loin ses pires soupçons. 3 jours seulement après le discours qui avait secoué Bruxelles dans le silence de son bureau feutré, von der Leyen se vit remettre un document explosif. Son chef de cabinet, le regard sombre, l'avertit « Madame la Présidente, ce que nous avons trouvé va bien au-delà du cas allemand. Ce système de contournement est tentaculaire. L'Autriche, les Pays-Bas, même la Belgique, tous ont joué le même jeu. » Ce n'était plus un scandale isolé, c'était une infection systémique. Le visage d'Ursula von der Leyen se figea. Ce qu'elle croyait être un scandale isolé se révélait être une gangrène systémique. L'Europe, prétendument unie contre le chantage énergétique, était en réalité minée par une hypocrisie bien plus profonde. Et le pire était encore à venir. Madame la Présidente, ajouta le chef de cabinet avec gravité, certains commissaires eux-mêmes étaient informés et ont choisi de se taire. Le prix du silence. Des avantages personnels, des passe-droits, des compensations bien placées. La corruption ne s'était pas arrêtée aux frontières nationales. Elle avait infiltré jusqu'au couloir feutré de la Commission européenne. Von der Leyen sentit le poids d'un choix impossible, couvrir ses alliés compromis ou risquer une explosion politique pour sauver ce qu'il restait d'intégrité à Bruxelles. À des centaines de kilomètres de là, dans un bureau sécurisé à Paris, Sébastien Lecornu recevait une autre bombe, bien plus radioactive encore. Le DGSE venait de décrypter une série de communications confidentielles entre Berlin et le Kremlin. Le verdict était glaçant. Monsieur le Premier ministre, déclara le directeur du renseignement d'une voix blanche, l'Allemagne n'a pas simplement acheté du gaz sous la table. Elle a transmis des informations stratégiques sur les industries européennes à Moscou, en échange de rabais. La bombe venait d'exploser, on ne parlait plus simplement de duplicité ou de tricherie économique. L'Allemagne s'était muée en passeur d'informations stratégiques. Ce n'était plus seulement une trahison énergétique, mais un véritable acte de complicité industrielle avec le Kremlin. Les plans confidentiels des ingénieurs français, les innovations technologiques italiennes, les brevets néerlandais, tout avait été troqué contre des ristournes sur le gaz. Un dumping énergétique maquillé en espionnage organisé. Et c'est le 20 septembre, 10 jours après la déflagration de Bruxelles, que Lecornu choisit d'abattre sa dernière carte. Depuis la cour de Matignon, devant des dizaines de caméras braquées sur lui et une salle comble de journalistes européens, il déclencha l'ultime offensive. « Mesdames et messieurs, déclara-t-il posément, nous pensions que l'Allemagne mentait pour préserver son approvisionnement. Aujourd'hui, nous découvrons qu'elle vendait aussi nos secrets à Moscou. » Lecornu souleva un classeur encore plus massif, presque trop lourd pour une seule main. Dans ce dossier, dit-il, en le posant avec fracas sur le pupitre, se trouvent les éléments les plus accablants des documents prouvant que Berlin a transmis à la Russie des données classifiées sur notre industrie de l'armement, nos programmes spatiaux et même nos avancées pharmaceutiques. Il marqua une pause, fixa la salle, puis lâcha la phrase qui glaça l'auditoire. L'Allemagne n'était pas seulement la station-service de Vladimir Poutine, elle était aussi son agent infiltré au cœur même de l'Europe. L'effet fut immédiat et cataclysmique. La bourse de Francfort vacilla sous le choc. Les cours des grands groupes allemands plongèrent comme des pierres. Partout sur le continent, les gouvernements suspendirent en urgence leurs projets communs avec l'Allemagne dans les domaines sensibles. De Munich à Hambourg, des noms jadis synonymes de prestige, BMW, Siemens, BASF, Mercedes devenaient des symboles de méfiance. Mais c'est à Washington que la secousse fut la plus violente. Dans un geste sans précédent, le président Biden fit convoquer sur le champ l'ambassadeur allemand. Quelques heures plus tard, les États-Unis annonçaient le gel immédiat de toutes les coopérations technologiques militaires avec Berlin. On ne peut plus partager nos secrets avec un allié qui murmure à l'oreille de nos adversaires, déclara Biden face à la presse d'un ton glacial. Même l'OTAN, pourtant réputée pour sa discrétion en temps de crise,
n'eut d'autre choix que de serrer les rangs. Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'Alliance, prit la parole dans un communiqué glacial. Tant que la lumière ne sera pas faite sur les manquements allemands, Berlin sera écarté des réunions classées confidentielles. Un choc diplomatique sans précédent. L'un des piliers de l'Alliance atlantique rétrogradé au rang d'observateur. Une gifle stratégique retentissante. De l'autre côté du Rhin, la tempête politique ne tarda pas à frapper. Le SPD de Scholz s'écroula comme un château de cartes. En 14 jours, le parti perdit plus de la moitié de ses soutiens, tombant à 12%. Pendant ce temps, l'AfD, l'extrême droite, surfait sur la vague de colère et atteignait un record de 28% dans les intentions de vote. La démocratie allemande vacillait. Les fondations républicaines, pourtant solides depuis 1949, semblaient soudain fissurées. Et le 1er octobre, l'Allemagne entra dans l'inconnu. Des manifestations massives éclatèrent simultanément dans plusieurs grandes villes. À Berlin, des milliers de citoyens criaient à la trahison énergétique et exigeaient justice. À Munich, l'indignation vira au séparatisme des Bavarois, brandissaient des drapeaux indépendantistes, criant « Raus aus Berlin ». Le pays jadis modèle d'unité flirtait dangereusement avec la fragmentation. Et c'est dans un climat de tension à couper au couteau qu'un événement aux allures de symbole éclata comme un éclair dans l'orage. Le 10 octobre, pile un mois après le séisme diplomatique de Bruxelles, Lecornu reçut une invitation inattendue. Les étudiants de l'université Humboldt, en plein cœur de Berlin, voulaient entendre celui qu'on appelait désormais le décodeur de l'Europe. L'homme qui avait mis l'hypocrisie à nu. La salle débordait. 3000 jeunes Allemands, entourés de leurs camarades venus de tout le continent, s'étaient rassemblés dans le temple du savoir berlinois. Ironie du sort, c'était un Français qui venait expliquer à l'Allemagne ce que signifiait l'éthique politique. À la tribune, le Premier ministre français prenait des allures de professeur dans une université qui jadis formait les élites du pouvoir allemand. « Chers étudiants », lança-t-il d'un ton posé couvert par des applaudissements nourris, « si je suis ici aujourd'hui, ce n'est pas pour pointer du doigt, mais pour réfléchir avec vous à ce que sera notre Europe demain. » Il s'interrompit, balayant la foule du regard. Et cette Europe-là ne survivra pas si elle est bâtie sur le déni, la dissimulation ou la duplicité. Elle ne peut reposer que sur la vérité, la clarté et une confiance réciproque. 45 minutes de discours, hachés de salves d'applaudissements. Quand il parla du prix à payer pour oser dire la vérité face au pouvoir, l'Assemblée éclata. Quand il opposa les peuples aux élites déconnectées, la salle se leva comme un seul homme. Ce jour-là, Lecornu n'était plus simplement un dirigeant étranger, il était devenu une voix que l'Allemagne elle-même écoutait. Une voix qui traversait les murs de l'université pour résonner jusque dans l'histoire. Le moment le plus chargé d'émotions surgit lorsqu'il s'adressa les yeux dans les yeux à cette jeunesse allemande suspendue à ces mots « Ce n'est pas vous qui avez signé les contrats, ce n'est pas vous qui avez trahi. Mais c'est entre vos mains que repose le destin de l'Europe de demain. » Sa voix s'assombrit. Voulez-vous bâtir un continent fondé sur le mensonge ou sur la vérité? Une Europe qui cède à la corruption ou qui s'élève par l'intégrité? Le choix est le vôtre. La réponse jaillit spontanée, vibrante, portée par toute la salle. Vérité, intégrité. Et comme pour graver cet instant dans l'histoire, un jeune homme au premier rang se leva visiblement ému. « Monsieur le Premier ministre, merci d'avoir eu le cran de dire tout haut ce que tant d'autres taisaient. Au nom de notre génération, je vous fais une promesse. Nous ferons naître une Allemagne digne de l'Europe de demain. » Un simple remerciement prononcé dans la langue de Molière par un étudiant allemand allait faire le tour des chaînes d'infos et secouer les réseaux sociaux à l'échelle planétaire. Ce moment filmé et relayé en boucle marqua un tournant. Lecornu venait de réaliser l'impensable, faire basculer l'opinion allemande en faveur de Paris. Les sondages étaient formels, 67% des citoyens allemands saluaient les révélations fracassantes du chef du gouvernement français. Une statistique inédite surgit alors depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Jamais un responsable politique français n'avait été aussi populaire outre-Rhin, plus encore qu'en France elle-même.
et cette vague de sympathie allait bientôt bouleverser les urnes. Les élections régionales d'octobre 2025 validèrent ce séisme. Les partis prônant la transparence et soutenant l'onde de choc lancée par Lecornu enregistrèrent des percées spectaculaires. Les Verts critiques, dès le début des manigances énergétiques, doublèrent leur score habituel. Quant à Die Linke, défenseur acharné d'un renouveau moral, il signa son meilleur résultat depuis une décennie. Exactement 2 mois après le tremblement de terre qu'il avait déclenché à Bruxelles, le téléphone de Sébastien Lecornu sonna. À l'autre bout du fil, une voix calme, posée, familière. Angela Merkel depuis sa retraite, tranquille en Bavière. Sébastien dit-elle simplement « Je tenais à vous dire une chose. Une pause. Vous avez empêché l'Allemagne de sombrer. Nos dirigeants fonçaient droit dans le mur et vous les avez stoppés net. Vous nous avez confrontés à ce que nous refusions de voir. Croyez-moi, l'histoire retiendra que vous avez rendu un service inestimable à notre pays. Quand une ancienne chancelière forte de 16 années à la tête de l'Allemagne adresse de tels mots, ce n'est plus un hommage, c'est une consécration. Lecornu ne passait plus pour un simple dénonciateur de trahison. Il devenait aux yeux de l'Europe l'homme qui avait empêché le continent de pourrir de l'intérieur. Et cette reconnaissance morale se transforma en acte politique. En décembre 2025, 3 mois pile après la tempête de Bruxelles, l'Union européenne adoptait un arsenal inédit de règles baptisées naturellement les accords Cornu. Dorénavant, chaque contrat énergétique d'un État membre serait rendu public et toute entente avec un pays sous sanction exigerait un feu vert explicite de Bruxelles. Le règne de l'opacité était terminé. Désormais, trafiquer l'énergie n'était plus une simple entorse aux règles, c'était devenu une faute européenne majeure sanctionnée jusqu'à l'exclusion provisoire de l'Union. Et le premier État contraint de montrer l'exemple fut l'Allemagne elle-même. À peine installée, la chancelière Saskia Esken fit publier l'intégralité des accords énergétiques conclus par Berlin. Dans la foulée, elle mit sur pied une autorité de la transparence énergétique confiée, symbole ultime, à un magistrat français détaché par Paris. L'affront était total, mais il était aussi salutaire. Le 31 décembre, face aux Français, Lecornu prit la parole pour son allocution de fin d'année et dressa un constat qui entra dans l'histoire. « Mes chers compatriotes, il y a 4 mois, l'Europe étouffait sous le poids de ses contre-vérités. Aujourd'hui, elle respire à nouveau grâce à la lumière. Il y a 4 mois, l'Allemagne imposait sa loi par la ruse. Aujourd'hui, nous l'accompagnons sur le chemin de la probité. Il y a 4 mois, la France subissait. Désormais, elle éclaire. » Il acheva son allocution par une phrase appelée à entrer dans les livres d'histoire. « En septembre à Bruxelles, je n'ai posé qu'un seul acte, mettre des mots sur une hypocrisie trop longtemps tolérée. 8 minutes ont suffi pour balayer 2 décennies de faux-semblants. À partir de ce jour, l'Europe a choisi la clarté et elle ne reculera plus. Ainsi s'ouvrait l'année 2026, une Europe métamorphosée, une Allemagne contrainte à la transparence et une France redevenue boussole morale du continent. Le tout porté par un homme de 39 ans qui avait osé affronter la puissance dominante et l'avait fait plier sans cri ni menace, armé d'une seule chose, la vérité. Le message était limpide, gravé pour longtemps.